Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va faire la partie physique nucléaire. nucléaire. On va rappeler un peu la physique atomique au cours du temps, mais voilà. La physique nucléaire. Donc pour ça on va parler des réactions nucléaires, mais je vais commencer par les réactions nucléaires spontanées. Réactions nucléaires spontanées. Et il faut savoir qu'il existe deux types de réactions nucléaires. Elles sont tantôt spontanées, tantôt provoquées. Les réactions nucléaires spontanées, ce sont des réactions nucléaires naturelles. Les réactions nucléaires provoquées, comme leur nom indique, elles sont artificielles. C'est le cas de la fission nucléaire. L'énergie, le calcul de l'énergie nucléaire dans les centrales EDF et autres, même en France ici. Et donc, sans plus tarder, juste quelques hypothèses. On va rappeler les hypothèses d'Albert Einstein qui nous disent que tout corps au repos possède, hypothèse d'Albert Einstein, j'abrège juste son nom. Il nous dit que tout corps au repos possède une masse qu'on appelle, que tout corps au repos possédant une masse possède une énergie. Donc E va être égal à mc au carré. Donc, à partir de là, on peut retenir que tout corps qui possède une masse possède une énergie. Si avant on disait que le corps, pour qu'il ait une énergie, il faut qu'il soit en mouvement ou qu'il varie l'altitude, tout ça. Donc, tel n'est pas le cas ici, parce que tout corps qui possède une masse possède une énergie. Ça, c'est l'hypothèse d'Albert Einstein. Et après, il faut rappeler ce qu'on appelle le défaut de masse. Le défaut de masse, on dit que si on a un corps qui s'est désintégré, un corps père qui s'est désintégré en donnant naissance à un corps fils et une autre particule qu'on ne sait jamais, X, on dit que si on reconstitue les masses de ceux qui sont là, masse des produits, masse initiale, on a toujours un défaut de masse qu'on appelle delta M qui est égal à la variation, donc je prends la valeur absolue, masse du fils plus masse de X moins la masse du père. Donc il y a un déséquilibre là. Entre rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Donc, de là, c'est un peu compliqué parce que là, il y a un apport de masse extérieure ou un déficit de masse intérieure, ainsi de suite. Donc, là, toute variation de masse, comme nous connaissons, alors confère à une variation d'énergie delta E qui va être égale à delta mc au carré. Donc, on va beaucoup utiliser les deux trucs là, dans les deux formules là, dans nos prochaines explications. Donc, c'est pourquoi j'ai pris la peine de rappeler. Vous vous souvenez très bien de l'hypothèse d'Albert Einstein. N'oubliez jamais, surtout pas, que tout corps possédant une masse possède bel et bien une énergie qu'on appelle l'énergie de masse ou l'énergie au repos. Et que toute variation de masse confère une variation d'énergie qui est égale delta E est égale à la valeur absolue de delta mc au carré. Toujours, il faut prendre la valeur absolue parce que il n'y a pas une énergie négative, ça s'explique, mais voilà, à votre niveau, il faut prendre ça. Je vais enlever toute cette merde là sur ma page. C'était juste un petit rappel. Et on va passer directement à une réaction nucléaire spontanée. Je vais prendre le polonium 210 84 va se désintégrer du type alpha. Je vais encore rappeler ça. Plus ce qu'on appelle le plomb 206. Bon, je sais pas, je cache le... Normalement, c'est qu'on doit connaître. On ne connaît pas. Là, je mets encore X, A et Z. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut d'abord retenir que les réactions nucléaires spontanées existent sous 3 formes, voire même 4. Tantôt, c'est la libération de la particule alpha. Quand on dit particule alpha, retenez que c'est une particule d'hélium de charge de 4,2, caractéristique dans le tableau périodique de Mendeleev. On a libération de la particule bêta. C'est soit il existe un électron chargé négativement ou un positron chargé positivement. Donc le nom bêta plus ou bêta moins. Ou bien il y a libération de la particule gamma. La particule gamma, c'est de charge nulle, donc ce sont des photons. Donc en gros, voilà ce que vous pouvez voir. C'est soit le corps initial qu'on appelle le père va se désintégrer en libérant des particules. Ces particules peuvent être alpha, hélium, bêta, électron ou positron, gamma, qui va nous donner le photon. Et je vais juste encore enlever ça. Je pense que vous vous êtes rappelé de ça aussi. Et maintenant, on va passer là. On va dire que le polonium 210, c'est un métal radioactif qui se trouve dans le tableau périodique de Mendeleev. Va se désintégrer en libérant une particule d'hélium. Donc, une particule alpha, je mets 4,2.
si vous me permettez, plus un autre corps X que nous ne connaissons pas. Je vais le mettre A et Z. Notre objectif, c'est de chercher ce corps. Et encore, essayer de calculer les énergies cinétiques des deux corps qui ont été libérés. Et éventuellement, essayer de revenir à la loi de décroissance radioactive pour calculer le nombre de noyaux qui s'est désintégré à l'instant T. Et initialement, évaluer la période ou demi-vie de ce polonium. Donc, en gros, ce cas pratique va essayer de résumer tout ce qu'on a eu à faire. Pour ça, on commence. Moi, j'applique les lois de conservation. Retenez qu'il existe 4 lois de conservation, à savoir conservation de charge, de masse, de nombre de masse et conservation de quantité de mouvement, conservation de l'énergie. Donc, on part. 1. Conservation de charge. Conservation du nombre de charges, donc du charge. Donc, pour ça, moi, je vais prendre 84 va être égal à 2 plus Z, ce qui conduit à dire que Z est égal à 82. Vous gardez ça très bien, c'est très simple. Après, vous revenez, conservation du nombre de masse. Nombre de masse, je vous rappelle que c'est le nombre de nucléons. Nombre de nucléons, c'est la masse atomique. Nombre de masse. Vous connaissez très bien normalement le tableau périodique de Mendeleev. Vous n'allez pas tout maîtriser, mais il faut maîtriser un peu les 20 premiers éléments ainsi que les 10 métaux radioactifs qui sont dedans. Il y en a eu beaucoup, mais les plus utilisés pour votre niveau, je pense que ça ne dépasse pas 10, 12. Ouais. Donc pour ça, l'uranium et tout ça. C'est parti. Donc nombre de masse, on va dire que 210 plus 4 va être égal à A, ce qui conduit à dire que A va être égal à 206. Vous gardez ça très bien. Vous vous référez du Z qui est là. Vous cherchez le 82e élément du tableau périodique de Mendeleev. Normalement, vous allez tomber sur le plomb, qui lui aussi est un métal radioactif. Par désintégration radioactive, peut conduire à un autre. Donc, c'est le plomb 206, 84. 82 au fait, autant pour moi. Donc, on écrit maintenant notre réaction, vu qu'on connaît tout. Je vais dire que le polonium 210, 86 va se désintégrer en libérant une particule alpha hélium 42 plus le plomb 206, 82. Connaissant ça, tu as déjà un petit 3 points là ou 2 points, je ne sais pas, suivant la notation du problème, mais là, tu as bien démarré. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut vous dire de calculer l'énergie libérée. Parce que l'idée de la physique atomique et nucléaire, je ne vous mens pas, c'est pour évaluer les énergies. Après, on se sert de ça dans le domaine médical aussi. Doser, je ne sais pas moi, des substances, doser du sang. Par exemple, le sujet du bac 2016, je pense. Sciences expérimentales, c'était dans le domaine médical. On avait dosé un individu avec, je ne sais pas, de l'azote, je pense. Je ne comprends pas. Voilà, mais l'idée, c'est calculer les énergies nucléaires. C'est beaucoup plus répandu en France que dans beaucoup de pays occidentaux aussi. Le cas de Tchernobyl, je suis désolé, je ne parle pas de ça. Merci. Et oui, c'est exactement pareil. Hein. Les centrales nucléaires, c'est la fission nucléaire qui passe. C'est l'uranium qui rencontre un électron et qui libère de l'énergie. C'est une équation très très énergétique. On va évaluer l'énergie de celle-ci et on va voir. C'est parti, l'énergie libérée. Je vous invite à regarder le film à Tchernobyl. Hein. C'est très très instructif. Hein. J'ai beaucoup aimé. Pour calculer l'énergie libérée, on va partir toujours du principe d'Albert Einstein. Je vais juste augmenter les pages si vous me permettez. Voilà. Parce que je pense que je vais prendre beaucoup de temps pour cette vidéo. Pour calculer l'énergie libérée, je vais dire que delta E, toujours, il faut mettre, est égal à E, mais lui aussi est égal à delta, je lève ça, est égal à delta M fois C au carré. Moi, je l'appelle E, mais vous pouvez le mettre delta E. Je prends juste ça en valeur absolue. Pour ça, je peux dire que E est égal delta M, c'est la masse des produits moins la masse initiale. Je prends la valeur absolue de masse de alpha, l'hélium, plus masse du plomb, moins la masse du polonium, le tout multiplié par C au carré.
Et cette énergie, il faut savoir que vous la trouvez généralement en joule ou bien en mégaélectronvolts ou bien en électronvolts. Ça dépend de ce que vous avez. Retenez tout simplement que U, vous allez trouver toutes les masses sont exprimées en unités de masse atomique. Et par convention, une unité de masse atomique est égale à 1/12e de la masse du carbone 12. Et pour ça, vous allez calculer, ça s'exprime en kilogrammes, vous revenez en U, je pense c'est 1,6, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez encore retenir qu'une unité de masse atomique est égale, il y a des messages qui tombent, 931,5 mégaélectronvolts par C au carré. Donc pour ça, il faut savoir jouer sur les unités, mais l'idée c'est de comprendre surtout la formule et l'appliquer au moment voulu. Donc pour ça, c'est très bon. On va partir sur les conservations de quantité de mouvement. Conservation de quantité de mouvement. Je rappelle juste que la quantité de mouvement par définition, en vrai, c'est le produit de la masse par le vecteur vitesse. Donc pour ça, on peut dire que toujours pour les réactions nucléaires, il faut savoir la notion avant-après. Cela veut dire que ce qui est avant est égal à ce qui est après. Ça, c'est partout on va utiliser. Donc je peux dire que quantité de mouvement avant va être égale à quantité de mouvement après. Si cela est, on regarde les corps qui sont après. Donc moi, en termes chimistes, il faut dire que c'est produit réactif. Mais je me résigne d'utiliser ces mots. Moi, j'utilise avant, après, vous allez comprendre normalement. Donc, avant, ce sont les réactifs. Je vais dire que quantité de mouvement du polonium va être égale à la quantité de mouvement de notre corps alpha plus la quantité de mouvement du plomb qu'on a trouvé. Donc, pour ça, nous connaissons par définition que la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par le vecteur vitesse. Donc, tout corps qui ne possède pas une vitesse a une quantité de mouvement nulle, même si elle a une masse infinie. On s'en fout. Donc, pour le polonium, lui, on annule sa quantité de mouvement et il nous reste que les deux. Je peux dire quantité de mouvement de alpha peut être égale à un vecteur toujours à moins une quantité de mouvement du plomb. Pourquoi? Voilà, du plomb. Un vecteur. Donc moi, je me débarrasse des vecteurs, j'élève membre à membre au carré, je prends la norme du vecteur. Je peux juste dire que quantité de mouvement de alpha est égale à quantité de mouvement du plomb. Et si vous me permettez, cette équation, je la note une équation 1. Et cette équation, pour la simplifier, je peux dire que M alpha fois l'énergie cinétique de alpha est égale à la masse du plomb fois l'énergie cinétique du plomb. Ah ouais. Vous allez me demander, mais comment est-il possible alors, Malik? Oui, c'est normal. Mais je vais vous montrer comment on peut quitter de la quantité de mouvement pour avoir l'expression qui est là. Et ça, c'est vite fait. Je vais supprimer sur ma page. Si on dit que des quantités de mouvement sont identiques, on peut dire que la quantité de mouvement par définition, masse de alpha fois V de alpha, est égale à la masse du plomb fois V du plomb. Ce qui conduit à dire, on élève membre à membre au carré. Je vais dire que M alpha carré fois V alpha au carré est égal à la masse du plomb carré fois V du plomb au carré. Ah oui. Donc, je divise aussi membre à membre par 2. Je vais dire que M alpha au carré sur 2 fois V du plomb au carré. Ah ouais, V alpha au carré. Je suis un peu pressé. Hein. Fois V alpha au carré est égal à la masse du plomb carré sur 2 fois V du plomb carré. V, c'est la vitesse. Hein. V du plomb au carré. Donc, pour ça, moi, je peux dire que N demi de M alpha fois V alpha au carré fois masse de alpha est égal à N demi de M plomb fois V plomb fois la masse du plomb, ici au carré. Donc pour ça, ici c'est l'énergie cinétique de alpha fois masse de alpha est égal à l'énergie cinétique du plomb fois masse du plomb. Donc ça c'est bon, vous avez juste compris, je vais enlever parce que c'était une petite démonstration pour vous amener... mais vous n'êtes pas obligé de démontrer ça pendant les séances d'examen. Il suffit juste de maîtriser si vous pouvez. Moi, en personne, je ne peux pas maîtriser des formules. Donc, je préfère démontrer toujours. Mais peut-être que vous êtes doué, vous. Et puis, voilà. Connaissant ça, je la réécris juste que l'énergie cinétique de alpha fois masse de alpha est égale à l'énergie cinétique du plomb fois masse du plomb. Donc, si cela est...
j'encadre ça. Je la baptise comme étant l'équation numéro 1. Et je repars sur voilà l'autre équation. Conservation d'énergie. Conservation d'énergie. Conservation d'énergie. Toujours, on se souvient de ce qu'on appelle conservation. Produit est égal réactif. Donc, avant est égal à après. Je vais dire que l'énergie avant est égale à l'énergie après. Pour ça, je peux dire que l'énergie totale du polonium qui s'est désintégré est égale à l'énergie totale des enfants qu'il a donné naissance. Alpha plus l'énergie totale du plomb. Si tel est le cas, l'énergie totale, pourquoi j'ai pris le temps de mettre total? C'est parce que moi, je suppose, c'est pas moi, c'est parce qu'on suppose, qu'on estime que oui, c'est vrai, c'est une évidence, qu'il existe deux énergies. Si le corps, au repos, il possède une énergie, alors, en mouvement, il va encore posséder une autre énergie qu'on appelle l'énergie cinétique. Donc, pour ça, je peux dire que l'énergie totale, c'est l'énergie au repos plus l'énergie cinétique. Je peux dire que l'énergie au repos, moi, je le mets 0 si vous acceptez, merci. Plus l'énergie 0 du polonium plus son énergie cinétique du polonium est égale à l'énergie initiale, l'énergie au repos de alpha plus l'énergie cinétique de alpha plus l'énergie initiale du plomb plus l'énergie cinétique du plomb. Si tel est le cas, on annule ce qui est annulé parce que l'énergie cinétique du polonium, quelle que soit sa masse, elle est nulle parce que sa vitesse est nulle, mais son énergie de masse existe. Ça, c'est l'hypothèse d'Albert Einstein. Et puis, l'énergie au repos peut être égale à quoi? À mc au carré. Donc, c'est la masse du polonium fois c au carré peut être égale à l'énergie masse de alpha fois c au carré plus son énergie cinétique plus masse du plomb fois c au carré plus son énergie cinétique du plomb. On met tout ce qui est c carré d'un seul côté. Je peux dire que masse du polonium fois c au carré est égale moins la masse de alpha fois c au carré moins la masse du plomb fois c au carré est égale à l'énergie cinétique de ces enfants, donc l'énergie cinétique de alpha plus l'énergie cinétique du plomb. C'est très simple là. Et du coup, on factorise par c au carré, on observe ce qu'on a vu. Il faut se rappeler un tout petit peu. Normalement, vous avez compris ce que je vais faire là. La masse du polonium moins la masse de alpha moins la masse du plomb, le tout fois c au carré est égal à la somme de ces deux énergies cinétiques alpha plus l'énergie cinétique du plomb. Pour ça, cette expression qui est là, normalement vous la connaissez. C'est la variation d'énergie. Donc c'est l'énergie libérée qu'on avait calculée au départ, si je la prends en valeur absolue. Donc pour ça, je peux dire que l'énergie est égale à l'énergie cinétique de alpha plus l'énergie cinétique du plomb. Équation numéro 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je combine les deux équations. Et puis, on évalue l'énergie cinétique de chaque particule. Connaissant l'énergie cinétique de chaque particule, on peut éventuellement essayer de calculer la vitesse de chaque particule. Donc, pour ça, je prends juste là. Je vais voir si ça va marcher. Je la prends et puis je la glisse. Ah ouais. Ok, je vais voir si ça a marché. Normalement, ça a marché, mais vous ne voyez pas trop. Pour ça, je vais le reprendre. Je vais le mettre là. Bon, c'est bon. Et voilà, je combine les deux. Je peux dire que au départ, ça c'est l'équation 2. Et nous avions que M alpha fois l'énergie cinétique de alpha est égal à M du plomb fois l'énergie cinétique du plomb. Donc, je combine juste les deux. Je peux dire que si je tire ici l'énergie cinétique de alpha, je peux dire que l'énergie cinétique de alpha dans l'équation 1, c'est là, est égale à la masse du plomb fois l'énergie cinétique
du plomb, le tout sur la masse de quoi? Sur la masse alpha. Donc pour ça, je peux chercher l'énergie cinétique du plomb qui est là. Dans l'équation 2, je peux dire que l'énergie cinétique du plomb est égale à E moins l'énergie cinétique de alpha. Je remplace 3 dans... je sais pas, si je mets 4, si je mets 3. Je remplace 4 dans 3. Donc pour ça, je peux dire que l'énergie cinétique de alpha va être égale à la masse du plomb sur la masse de alpha. Le tout multiplié par E moins l'énergie cinétique de alpha. L'énergie cinétique de alpha. Qu'est-ce que je vais faire? Mon idée, c'est de tirer ça. Je vais développer un peu, ouais. L'énergie cinétique de alpha est égale à la masse du plomb sur la masse de alpha, le tout fois E, moins la masse du plomb sur la masse de alpha, le tout fois l'énergie cinétique de alpha. Je prends ça, j'envoie par là et je factorise par l'énergie cinétique de alpha. Je peux dire que c'est 1 plus masse du plomb sur masse de alpha. Je me trompe, hein, je suis désolé si je me trompe. Normalement, je ne suis pas trompé là. Va être égal à la masse du plomb fois E sur la masse de alpha. Donc, si tel est le cas, je tire l'énergie cinétique du truc. Je vais juste copier ça, hein, parce que je peux pas maîtriser tout ça en même temps. Ouais. Je vais voir si ça marche. Là. Pour que vous voyez exactement, sinon vous n'allez rien voir. Là, je me mets là. Ok. Je peux dire que l'énergie cinétique de alpha, facteur de masse de alpha plus masse du plomb sur masse de alpha va être égal à masse du plomb sur masse de alpha fois E. Donc pour ça, je tire lui là. Je peux dire que l'énergie cinétique de alpha va être égale à m du plomb sur m alpha fois E. Le tout sur m alpha plus m plomb. Le tout sur m alpha. Donc pour ça, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste dire ouais, j'enlève ça, et puis je peux dire que l'énergie cinétique de alpha va être égale à la masse du plomb sur la somme des masses des deux, m plomb fois m alpha fois m plomb, le tout fois E qu'on avait calculé. De même, on peut dire que l'énergie cinétique du plomb, il suffit juste de changer, ça va être masse alpha sur la somme des deux, masse alpha plus masse du plomb, multiplié par E. Donc voici, si vous connaissez les énergies cinétiques, vous pouvez remonter directement aux masses. Je vais essayer de m'arrêter là, parce que la vidéo elle est très longue. J'ai vu, je suis à 25 minutes, ce que je n'avais pas prévu. Et puis, pour ceux qui me posent des questions personnelles, merci. Mais j'aimerais bien que vous commentiez sur la page Facebook, que vous laissez là-bas vos exercices. Et merci, à très bientôt. Je vais continuer sur la loi de décroissance radioactive. Et en même temps, je vais parler de l'optique ondulatoire et des oscillations électriques forcées, des oscillations électriques libres, de l'oscillation mécanique, si j'ai bonne mémoire. On va parler des solénoïdes, des bobines et tout ça, le passage du champ électrique.